Bonjour et bienvenue sur Guérison étoilée et la chaîne de Sonia Bamange, donc c'est le podcast. Donc je te remercie d'avoir participé à cette émission. Je te laisse te présenter et nous expliquer un petit peu ton histoire avec l'anorexie. Alors, moi, je m'appelle Sonia. Donc, j'ai créé une chaîne qui s'appelle Bamanche. C'est une chaîne essentiellement de podcast. Et justement, cette chaîne relate un peu tout mon parcours avec l'anorexie. Donc, il faut savoir que ça date de il y a longtemps. On est sur une anorexie de plus de 20 ans, puisqu'aujourd'hui, j'ai quand même 41 ans déjà. Et ça fait 20 ans que je combats un petit peu cette maladie, bien qu'aujourd'hui ça va largement mieux, heureusement. Mais c'est vrai que j'ai tendance à dire addict un jour, addict toujours, c'est toujours dans la tête et mon parcours a été long. Et c'est pour ça que voilà, je parle de mon parcours tout au long des podcasts pour essayer d'inspirer certaines personnes. Alors, au tout début, c'est vrai que je commence déjà à entamer la présentation sur les prémices qui sont l'adolescence. Je pense que on est souvent toutes à commencer nos troubles sur cette période-là, parce que c'est une période un peu charnière au niveau des émotions, au niveau des hormones, et on prend un peu tout comme aggravé, quoi. C'est des émotions qui sont démultipliées. Et moi, ça a commencé tout simplement par des régimes, hein. J'étais très garçon manqué, on va dire. J'étais bien en forme, voilà, pas non plus, voilà, bien en forme. Mais j'étais surtout très réservée. Je m'habillais large, ça me permettait de me protéger. Et on me reprochait un peu tout ça au sein de ma famille, d'être pas assez féminine, de bien manger. Ce que je disais, on m'appelait même le gros cul dans mon adolescence. Ça m'a beaucoup touchée. Et au final, il y a un été où c'était la période transitoire entre le collège et le lycée. J'ai voulu changer cette image. Je me suis dit, je vais mettre le collège derrière moi. Le lycée, c'est une nouvelle vie, de nouveaux amis, un nouvel établissement. Et voilà, j'ai voulu changer cet été-là. J'ai commencé à faire attention à comment je m'habillais, comment je mangeais. Et en même temps que je maigrissais, je m'habillais un petit peu mieux et on m'a fait des remarques dans le sens où j'étais mieux comme ça, plus jolie, plus élégante. Et ben voilà, l'assimilation a commencé par là, hein. Maigrir, plus belle, voilà. On a commencé à mettre tout ça dans sa tête. Et ça a pris bien encore 5 années pour que ce soit vraiment très ancré dans le cerveau et que lors des premières amourettes et premiers petits copains, j'ai voulu maigrir pour être de plus en plus belle. Et j'ai fait une fixette. Alors moi, c'est bien particulier, je sais pas toi, mais moi, c'était la fixette des chiffres. J'ai vraiment voulu, en fait, je me suis donné un objectif qui me paraît aujourd'hui hallucinant, mais je voulais descendre en chiffres sur la balance. C'était descendre, 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 descendre. Et le fait de voir les chiffres descendre, ça me plaisait beaucoup. C'était un objectif que je me donnais et plus ça descendait, plus j'étais fière de moi. Et du coup, je me suis laissée porter par ça Mm. jusqu'à arriver à mes 32 kilos, hein. Et là, mais même 32 kilos, hein, j'ai franchement pas vu arriver les 32 kilos. Pour moi, 32, c'était juste un chiffre, en fait. Je voyais pas mon corps, c'était trop bizarre. C'était vraiment très bizarre, même quand je me prenais en photo, même je voyais rien, en fait. Mon entourage s'inquiétait et était vraiment arrivé à la fin plus qu'inquiet, hein. Ma mère me l'a dit très récemment. En gros, quand elle partait travailler, elle avait peur de rentrer et de me retrouver morte au milieu du salon. On en était là. Et moi, je le voyais pas. Je voyais ces chiffres, je voyais ces chiffres. Et arrivé à un moment, j'ai eu, enfin, D'accord, donc j'ai bien compris Sonia, donc cette descente dans la maladie qui est l'anorexie, tu es descendue à un état très grave. Moi, je me présente aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore, moi je suis Camille Lelièvre de la chaîne YouTube Guérison étoilée. J'ai aussi un podcast à ce sujet où je parle aussi de l'anorexie et de la maladie de Crohn. Donc moi j'ai vécu l'anorexie et la maladie de Crohn pendant 16 ans.
J'ai eu un parcours difficile aussi avec 5 hospitalisations, dont la réanimation. Alors, je suis aussi tombée très bas. Je suis tombée à 24 kilos. Donc, bon, quand j'étais revenue au Sénégal, j'étais en état de mort imminente, hein. J'étais en insuffisance cardiaque et hépatique rénale. Donc, vraiment un électrochoc. Et je sais même pas comment j'ai pu descendre aussi bas. C'est vraiment venu malgré moi. Alors, contrairement à toi, Sonia, moi, je n'avais pas fait de régime au début parce que j'étais déjà très mince. J'ai jamais voulu perdre du poids, mais en fait, j'avais un mal-être au fond de moi, quelque chose de très puissant, un dégoût de moi-même et de quand je mangeais, j'avais l'impression qu'on m'empoisonnait, comme si d'être étouffée, d'avoir un empoisonnement qui rentrait dans mon corps et je supportais pas, alors que j'ai toujours aimé manger. Et ça a été comme ça pendant des années. Et il s'avère que j'ai eu aussi une amnésie post-traumatique. Donc c'est vrai que c'est un parcours très particulier. Il faut savoir que chaque personne, chaque trouble du comportement alimentaire est différent. Il n'y a pas que l'anorexie, il y a aussi l'hyperactivité. Moi, j'ai fait de la dermatillomanie, j'ai souffert de vaginisme. J'ai eu beaucoup de symptômes associés. La nourriture, c'était que la face immergée de l'iceberg. Et il y a beaucoup de personnes qui souffrent aussi de troubles du comportement alimentaire et qui n'ont pas forcément un problème de poids. C'est important à le souligner parce que c'est une souffrance psychique au quotidien. Et on y pense H24, c'est comme un métier à temps plein, je pense, je sais pas toi, Sonia, ce que tu avais ressenti, mais quand on est malade comme ça nous prend toute notre journée, en fait, à penser à ce qu'on va manger, à ce qu'on va faire comme sport. Et on est vraiment omnibulé par ça, on n'est pas libre, on est prisonnier de ça. Et c'est surtout ça que moi j'aide les personnes aujourd'hui à sortir de cette prison et ce qui se passe dans la tête, de devenir libre de ça. Et c'est pas juste obtenir un poids précis, c'est pas ça la liberté, c'est vraiment d'être libre de manger, libre de faire ce que l'on veut en se réveillant le matin et sans être stressé en permanence, même avoir un rendez-vous quelque part et que ça nous perturbe sur nos horaires, c'est très stressant. Et quand tu parlais aussi de chiffres, les chiffres, que ce soit les chiffres sur la balance, le poids, les horaires, la pesée, tout ça, donc c'est vraiment tout ça, c'est ce qui nous stresse, hein. On est souvent perfectionniste, on veut faire, on pense plus aux autres qu'à nous-mêmes et finalement on se ressent plus dans notre corps, on ressent que les sensations douloureuses au niveau du ventre et on se voit plus d'un regard extérieur, comme si qu'on regardait au cinéma, on n'arrive pas à se dissocier de nous pour essayer de ce que les autres voient de nous-mêmes en fait. On se rend pas compte qu'on est dans un état grave et ça dure très longtemps, des années et des années parce que c'est plus fort que nous. On est dans notre zone de confort qui nous permet de survivre à quelque chose et c'est très dur d'en sortir. Voilà. Et je pense que voilà, chaque personne est différente. Bon, je peux pas vous expliquer tout ce qui s'est passé dans toutes ces années, mais en tout cas, c'est un long parcours jusqu'à ce que je trouve qu'il y avait eu cette amnésie post-traumatique qui m'a réussi à me libérer aujourd'hui. La maladie de Crohn, c'est que plus on me forçait à manger, plus mon corps il le rejetait. Et moi, comme je me suis jamais fait vomir, il le rejetait par le fait de pas assimiler les aliments et se rendre maigre pour se protéger, voilà, d'un corps de femme en fait. Euh, donc moi, c'était plutôt ça. Mais il y a beaucoup de personnes aussi, le fait par rapport à la société, vouloir faire des régimes, pouvoir contrôler quelque chose qu'on n'a pas pu contrôler en contrôlant son propre corps. Ça arrive souvent dans les personnes que j'accompagne qui a ce phénomène-là. Ou une dévalorisation aussi, quelqu'un qui aurait fait une remarque qui nous dévalorise. Comment on peut justement reprendre le contrôle sur quelque chose qui est addictif, mais on se fait du mal à nous-mêmes. Ouais, je Voilà. pense que c'est surtout ça, c'est comme tu as dit, prendre le contrôle de quelque chose que l'on peut contrôler. Mm. Et enfin, la seule chose, une des choses les plus faciles à contrôler pour nous, alors, je parle pour nous, c'est le corps, le poids, l'alimentation. C'est le plus simple. Et Mm. c'est vrai que je pense que tout est lié aux émotions, à la gestion des émotions aussi, parce qu'on pourrait se dire que tout le monde peut souffrir de nos troubles parce que on a tous eu une remarque ou on a
tous des fois du mal avec ce que nous disent les gens, les réflexions des personnes, mais c'est aussi, alors ça c'est mon point de vue, mais une fragilité que l'on a en nous sur cette gestion des émotions qui fait que on n'y arrive pas. On n'y arrive pas à accepter tout ça et comme tu dis, on le rejette à travers une chose qui est facile à contrôler, la nourriture et le corps. Oui, et puis il y a aussi, alors il y a des personnes qui sont des mangeurs émotionnels, donc Mm. ils vont manger émotionnellement. Mais alors le trouble du comportement alimentaire, c'est encore plus grave. C'est vraiment quelque chose d'ancré en nous, une vraie maladie psychique qui nous prend tout au quotidien. C'est pas juste à un moment donné, je suis stressée, je vais manger un morceau de chocolat, ou alors je vais pas manger juste parce qu'on m'a annoncé une mauvaise nouvelle. Là, c'est vraiment tous les jours les rituels, les pensées qui sont tous les jours, c'est une souffrance au quotidien, donc un trouble du comportement alimentaire, je dirais que c'est le stade ultime par rapport à l'alimentation émotionnelle qui est transitoire et qui n'a pas de conséquences sur la santé, hein, la santé mentale et physique. Et ça, c'est important d'y remédier. Quand je suis tombée malade, j'avais 14 ans et j'avais personne pour m'aider. C'est-à-dire que personne ne me comprenait. J'étais isolée dans la famille parce que j'étais pas comprise et on pensait qu'il y avait que l'hôpital qui pouvait me guérir, alors que 5 hospitalisations et je suis ressortie, bah, le poids que je reprenais, je le reperdais, je l'acceptais pas et j'étais pas en sécurité. Je me sentais pas, voilà, je l'avais pas fait pour moi, je l'avais fait pour sortir de l'hôpital. Euh, et le fait de pas être compris, ça a été très dur. Et moi, j'aurais voulu avoir quelqu'un qui me comprenne quand j'avais 14 ans pour pouvoir m'aider. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai créé la méthode STAR sur 10 étoiles. 10 étoiles à gagner pour sortir de l'anorexie, valoriser la guérison en gagnant un diplôme à chaque étoile. Donc c'est vraiment un protocole que j'ai créé par rapport à toutes mes expériences et puis toutes mes formations que j'ai fait en ostéopathie, nutrition, micronutrition qui permet d'avoir une autre approche des troubles du comportement alimentaire. Voilà. Et toi, Sonia, tu avais eu aussi l'hospitalisation, je sais plus, tu me l'avais. Alors moi, c'était pas une hospitalisation parce que au final, quand j'étais sur mes 32 kilos, c'était il y a longtemps, c'était compliqué, j'étais déjà adulte, j'avais plus de 20 ans et Mm. l'hospitalisation était dure. Ma mère avait pas trouvé de solution facile. On lui disait toujours que j'étais pas adolescente, que il pouvait pas m'accepter. Donc elle a trouvé un lieu qui est plutôt une maison de repos en fait. C'était une maison de repos où il y avait un peu tous les troubles psychiques. On avait Ouais, c'était pas spécialisé. Ouais, c'était Mm. vraiment des personnes dépressives, des personnes suicidaires, des personnes qui avaient des troubles psychiques, tout type de troubles psychiques et c'était pas du tout adapté. J'étais la seule Mm. qui était dans le cas de l'anorexie. On me forçait à manger. Les méthodes étaient un peu anciennes. On me mettait à table, on me forçait à manger. On me laissait pendant 2 heures devant mon assiette pour pas que j'aille vomir. On me surveillait après quand j'étais dans la chambre. Et je devais prendre du poids, prendre du poids. Et comme toi, en fait, j'ai pris du poids et pas énorme. J'ai pris, allez, même pas 2-3 kilos parce que je voulais sortir de l'hôpital. Mais en gros, je Mm. suis rentrée à 32, je suis ressortie à 34, 35. Mais j'ai reperdu après parce que c'était pas la bonne solution du tout. D'accord. Tu avais essayé d'autres choses pour t'en sortir, peut-être? Alors ça a été la première solution parce que, comme je disais, bon, bah, le déclic, c'est que en fait, moi, c'était ma grand-mère qui m'avait pas vue depuis très longtemps et ma grand-mère, je la considère comme ma mère. Et elle m'a vue un an après enfin, ma maladie. Et en fait, j'avais déjà beaucoup changé en un an. Elle a commencé à pleurer en me disant, s'il te plaît, meurs pas avant moi. Meurs pas avant moi. Je te demande juste une chose. Et en fait, je me suis mis à pleurer avec elle et je lui ai dit, je te promets que enfin, je vais pas mourir, quoi. Je vais me reprendre, je vais pas mourir, t'inquiète pas. Et à partir de là, la première solution a été l'hospitalisation. Je suis sortie parce que c'était pas du tout, comme je te l'ai dit, adapté. Et j'ai voulu m'en sortir par moi-même à la maison. Alors, j'ai essayé vraiment beaucoup de choses, beaucoup de psy, beaucoup de nutritionnistes, Mm. franchement, un Ouais. total échec parce que j'y allais pour faire plaisir et j'arrivais pas à trouver un professionnel de santé adapté qui m'écoutait, avec qui j'étais à l'aise. Jusqu'au jour où j'ai trouvé un médecin sur Paris, c'est ma mère qui l'avait trouvé. Alors ma mère, merci, hein, c'est elle qui a tout fait pour le coup, pour réellement, heureusement qu'elle était là.
Et elle avait trouvé un médecin généraliste sur Paris. La chance de Paris, c'est ça, c'est d'avoir beaucoup de professionnels adaptés. Et cette personne-là faisait aussi de l'hypnose, de l'EMDR, et était spécialisée dans la nutrition. Elle accompagnait beaucoup d'anorexiques. Et en fait, je me suis vraiment, j'ai eu confiance en elle. On a passé un contrat. J'ai eu beaucoup, enfin, j'ai totalement confiance en elle. Elle a réussi à gagner ma confiance au fur et à mesure des séances. Et c'est ça qui m'a sauvée parce que du coup, elle Ouais. m'a appris à me réalimenter, comment m'alimenter pour reconstruire mon corps sans prendre du poids. En fait, d'arrêter de penser au poids et de me dire, faut que je reconstruise mon corps. Et Ouais, c'est démaigrir en fait, c'est ce que je dis souvent. c'est On pense ça. qu'on a l'impression qu'on va grossir, mais déjà on revient à un point normal, donc on démaigrit. C'est plus facile à accepter c'est notre corps qui change. Et c'est vrai que le chiffre c'est trop stressant. Il vaut mieux s'en défaire. Mm. Alors, c'est vrai que elle a voulu que je m'en défasse, mais d'un autre côté, elle m'avait compris. Elle savait que c'était important que je sache combien de kilos je faisais. Et du coup, elle avait une balance, tu sais, qui faisait la différence entre masse maigre, masse hydrique, Mm. etc. Et en fait, elle me pesait à chaque séance, à chaque séance, pardon, pour vraiment me dire que le poids que j'ai pris, c'est pas du gras, parce que fallait que je le rentre dans ma tête, que le Mm. poids qui était affiché, c'était pas ce que je pensais dans ma tête. Et réellement, ça a vraiment bien marché. Ça a Mm. vraiment bien marché. Ça, plus les séances d'hypnose qui m'ont permis de comprendre pourquoi, qui m'ont permis d'avancer, parce que je le dis toujours, c'est bien de comprendre pourquoi, mais arrivé un moment, bah, on le sait, et qu'est-ce qu'on fait? On avance et on démaigrit, on apprend à s'alimenter, on essaie de se recentrer sur soi, de prendre confiance en soi. Ça passe par la méditation, ça passe par le sport. Moi, ça a été le sport. Mais voilà, elle m'a vraiment accompagnée pendant, je dirais, au moins 3 4 ans. Mm. J'ai lâché un petit peu parce que j'étais de plus en plus autonome dans l'alimentation et dans Mm. l'esprit, le fonctionnement. Mais vraiment, elle a lancé la machine, en fait. Super. Et c'est vrai que c'est important parce que tout le monde ne trouve pas forcément la bonne personne et au bon moment. Trouver la bonne personne avec qui vous vous sentez à l'aise et que vous avez confiance et que vous vous sentez en sécurité, c'est ça le plus important pour la guérison. Parce que tout seul, on n'y arrive pas. C'est pour ça que moi aussi, j'ai créé la méthode STAR pour que les personnes aient un suivi et un accompagnement complet hein, sur les 10 étoiles. Donc les 10 étoiles, ça part pas que de l'alimentation. L'alimentation, c'est qu'une étoile parmi les 10 étoiles. Hein. On parle du mindset, donc l'état d'esprit. On va aussi apprendre à accepter, aimer son corps. On va aller jouer aussi sur nos croyances limitantes, tout ce qu'on nous a inculqué par les réseaux sociaux. L'étoile 4, la nutrition et la micronutrition, mais c'est qu'une seule étoile. On a aussi guérir les blessures émotionnelles du passé, c'est très important. Gérer son stress, gestion du stress, hyper important. Et puis la confiance, la pleine confiance via le nerf vague, c'est le 10e nerf crânien qui permet de réguler le système nerveux pour apaiser un petit peu le corps, le lien entre le corps et l'esprit, retrouver une estime de soi aussi, équilibrer ses rythmes de vie et son équilibre hormonal, parce que forcément l'anorexie, ça crée plein de problèmes au niveau de la thyroïde, au niveau de l'aménorrhée, donc on n'a plus nos règles. Donc tous les hormones ne fonctionnent pas, on n'a plus d'enzymes digestives pour digérer, donc on n'arrive plus à digérer non plus. Et ça, c'est parce on est dénutri, on n'a plus de protéines. Et puis, l'estime de soi jusqu'à la 10e étoile, on a trouvé un sens à sa vie, sa mission de vie. Ça, c'est hyper important. Parce que quand on donne un sens à ce qu'on fait, on n'est plus dans un mécanisme, on va dire, addictif et rituel, en fait. On est vraiment, tout ce on fait, ça donne un sens et on en prend plaisir. Donc ça, c'est hyper important. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai créé aussi cette chaîne YouTube là en début d'année pour pouvoir donner le plus d'informations. Je donne beaucoup de temps pour ça, pour faire les vidéos, parce que toi déjà tu fais des podcasts, tu vois déjà comment c'est long à faire. Donc quand on fait les vidéos, c'est vrai que ça prend du temps, mais moi c'est une passion au-delà de mon métier d'ostéopathe. Et toi aussi, donc tu as créé ton podcast sur Bamange, donc que je suis au quotidien aussi. Et donc c'est très inspirant parce que tu es très authentique, tu expliques ton parcours, ce que tu vis.
tout ça. Donc c'est inspirant pour les personnes. Et pourquoi tu as créé ce compte? Alors, j'ai créé ce compte justement pour un peu comme toi partager et essayer d'accompagner au maximum des personnes parce que, comme tu dis, il faut vraiment pas rester seul. Il faut réussir à trouver alors le bon professionnel, mais aussi le bon entourage, un entourage pas toxique. Et tout le monde n'a pas eu la chance. Moi, j'ai réellement eu la chance d'avoir une famille qui m'entourait et j'ai rencontré mon mari aussi qui m'a compris, puisque lui aussi a des troubles du comportement alimentaire et tout le monde n'a pas eu cette chance. Et je me suis dit que j'allais créer cette chaîne de podcast pour que certaines personnes qui pensent que elles sont folles, ça peut arriver. J'ai déjà échangé avec des personnes qui m'ont dit mais merci parce que au final mon mode de pensée me paraissait être fou et j'ai l'impression en toi que je me retrouve et c'est exactement ça. C'était de se dire non vous n'êtes pas fou. On a tous, quasiment tous, le même mécanisme de pensée. On vit tous, on se lève le matin et on pense à la bouffe et on se couche le soir et on se pense au lendemain comment on va le gérer. Et ça fait partie de la maladie. Donc, vraiment des podcasts pour inspirer, pour parler de différents sujets aussi. Pour au-delà des TCA, je voulais parler d'autres sujets de société. Je me suis dit que tu allais ouvrir un peu à tout ce qui m'arrivait dans ma vie aujourd'hui, partager ce que je vis, les problèmes que je rencontre et mes méthodes de solution. Parce que je me dis que voilà, si je peux inspirer dans les troubles du comportement alimentaire, mais pourquoi pas sur d'autres sujets tels que l'éducation, le sport, etc., la nutrition. Mais l'idée principale, c'était bien ça, parler de mon parcours, inspirer et échanger. Donc c'est pour ça que j'ai créé une communauté sur Facebook qui s'appelle AVDH pour pouvoir avoir des témoignages, des personnes qui se lâchent, qui donnent leur émotion du moment et avec qui je partage. Et bien évidemment, le compte Instagram pour échanger aussi. Je trouvais ça super important. On nous mettra nos comptes dans la description, hein, le compte Instagram, le mien, le tien, et aussi nos podcasts et la chaîne YouTube. Euh, Aujourd'hui, ton rapport avec la nourriture, ça se passe comment par rapport? Comment tu as évolué avec la nourriture? Alors, ça se passe bien. Ça se passe bien aujourd'hui, dans le sens où, tu l'as dit tout à l'heure, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un projet de vie, Hmm. quelque chose à se raccrocher, vraiment. Et à partir du moment, ça n'a pas été évident tout le temps, mais à partir du moment où on sait ce pourquoi on se lève le matin, quand on a des projets bien définis, on se détache un petit peu de l'alimentation. Donc maintenant, aujourd'hui, je m'alimente vraiment de façon naturelle, bien que, bien que, c'est pas non plus la guérison totale. Hein. Je dis pas que je vais au McDo tous les 4 matins, non, je n'y vais toujours pas. J'ai des aliments un peu restrictifs, tout ce qui est frites, fritures, etc. Le sucre, c'est un peu encore tabou pour moi. Mais tel un alcoolique, en fait, enfin, tel un alcoolique, non, c'est, j'essaye pas de, comment dire, je me restreins sur certaines choses parce que je sais que si je me laisse trop aller, je vais replonger. Donc aujourd'hui, je m'alimente normalement. Aujourd'hui, j'ai des habitudes en plus sportives qui font que je suis quasiment obligée de m'alimenter normalement. Je pense que aussi j'ai, allez, on va dire déporté mon addiction à l'alimentation, peut-être au sport parce que j'en fais énormément. Mais c'est devenu ma passion, donc c'est un peu touchy. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux dire que oui, je m'alimente normalement, j'ai mes 3 repas, je mange normalement avec plaisir, je me fais des belles assiettes, de bonnes assiettes, je prends du plaisir à manger. Ce que je disais, je cuisine tous mes plats le dimanche pour hop, avoir toute ma semaine avec tous mes micronutriments, etc. à la journée. Et voilà. Après, ma relation à la nourriture est pas totalement encore les plus saines possibles, mais aujourd'hui, ça se passe vraiment bien. Ouais, super. Et moi, c'est pareil, j'ai beaucoup évolué parce que j'ai fait quand même 7 ans de végétalisme. J'avais tellement mal au ventre que j'ai tout essayé, hein, les jus de légumes, le crudivorisme, le régime keto. Je crois que j'ai fait tous les régimes qui existent sur Terre. Mais en fait, il n'y a aucun régime qui fonctionne. C'est le rapport qu'on a à la joie de vivre et ce qu'on aime Mm. manger. On a tous un régime unique.
en fonction de nos goûts, des saisons, de comment on se sent. Moi, les seules restrictions que j'aurais, c'est quand je suis malade, quand j'ai vraiment mal au ventre à cause de cette maladie de Crohn qui n'est pas totalement partie. Enfin, et ça va beaucoup mieux, hein, j'ai moins de crises, mais bon, je peux avoir vite mal au ventre. Après, je me restreins pas, que ce soit au niveau des calories. Moi, j'ai eu, on va dire, une sensation, on va dire, en décodage biologique avec la maladie de Crohn d'encrassement. J'ai vécu l'inceste quand j'étais petite et le fait de manger quelque chose préparé par quelqu'un d'autre où il y aura plus de pesticides, tout ça, j'ai fait de l'orthorexie aussi, donc j'aurais l'impression qu'on m'empoisonne, qu'on me force. Et je suis plus rassurée quand c'est des aliments que je prépare moi-même, même si je mange maintenant de tout, de la viande, du fromage, que ce soit le gras, j'enlève pas le gras de la viande, voilà, j'ai pas de restriction au niveau des calories, des quantités, mais il faut que je sois rassurée et que j'ai pas l'impression d'être empoisonnée, hein. Mais j'ai pas que ce problème-là avec la nourriture, j'ai aussi ce problème-là avec les piqûres, les vaccins, voilà. Donc ça va au-delà en fait, hein, de l'alimentation, ça n'a rien à voir avec le fait d'être maigre ou quoi. Mais mon alimentation a beaucoup évolué depuis que j'ai rencontré mon conjoint Michael, qui est agriculteur et qui est producteur de lait bio. Et on fait nous-mêmes nos fromages, nos yaourts, on a tous nos légumes du jardin. On fait aussi nos pommes de terre, on a aussi des poules, nos œufs. On a aussi un veau, du cochon, de la charcuterie, mais vraiment faite maison. Et c'est ça qui m'a réconciliée. En fait, j'ai confiance en ce que je mange. J'ai pas l'impression d'être empoisonnée. Donc voilà, ça m'a Et énormément cette aidée. impression d'être empoisonné, c'est ça? Ouais, ouais, C'est c'est ça. Ouais. Et c'est ça, grave. c'est pour ça que chaque personne est différente. Et il y a des personnes, c'est juste voilà un régime ou juste les calories. Il y en a, ils peuvent manger n'importe quoi le temps qu'ils dépassent pas le nombre de calories. Alors que moi, je suis incapable de même de boire un soda, c'est compliqué. Alors que je peux manger un paquet de cacahuètes, voilà. Mais en fait, chaque personne est différente. Et le but, c'est vraiment la guérison, c'est vraiment d'être bien avec soi-même, de pas se sentir mal, voilà, de se sentir la joie de vivre. On a la tête, on est dans l'instant présent, on n'est pas dans l'hypothétique, penser au prochain repas ou aux prochaines séances de sport. En fait, il faut être qu'on soit dans l'instant présent, qu'on soit détendu. On vit comme là, par exemple, là, je suis connectée avec toi, Sonia, et je pense pas au prochain repas ou ce que je vais faire après, en fait. Pour le moment, je suis avec toi et je profite de cet instant particulier avec toi. Et ça fait partie de la guérison, tout ça. Et c'est vraiment une étape de réconciliation aussi avec son corps de femme. Moi, d'accepter que mon corps il devienne une femme et que je suis quand même en sécurité, que voilà, je risque pas d'être agressée ou quoi, parce que maintenant je sais ce que j'ai vécu, je sais où je vais, j'ai rencontré mon conjoint et j'ai confiance. Et plus je serai confiance en moi, plus j'attirerai le positif en moi aussi. Donc c'est important. Je vibre déjà la personne que je veux être en fait. Donc, voilà. Donc ça fait Un partie objectif. des. Hmm. Et est-ce que tu avais des stratégies pour surmonter ta peur de manger dans ta phase de guérison? Ou la peur de prendre du poids, justement? Est-ce que c'était quoi tes stratégies? Alors, mes stratégies, réellement, je pense pas que ce soit des stratégies. J'avais en tête le fait de reconstruire ma santé. Hmm. Et donc, ce que je mangeais, ça devait être stratégiquement pour construire Hmm. mon corps. C'est pour Ouais. ça que j'avais opté pour tout ce qui était complet, nourriture complète, pain complet, riz complet, quinoa. J'ai appris à manger des aliments que je ne connaissais pas grâce à ce médecin et grâce à ma formation après en nutrition. J'ai voilà tout ce qui était kéfir, enfin des choses qui reconstruisent mon corps, mon microbiote, ma flore intestinale, à travers même les compléments alimentaires. Je voulais reconstruire mon corps. Je voulais réavoir un corps en pleine santé et, euh, et surtout vivre le plus longtemps possible. C'était Hmm. et c'est encore hein, mon objectif de vie. Je te dis ça il y a 20 ans, je l'ai promis à ma grand-mère qui aujourd'hui est décédée, mais c'est Hmm. encore le cas aujourd'hui. Je veux vivre le plus longtemps possible et Hmm. ma stratégie, elle est encore là dans ma tête. C'est que pour vivre le plus longtemps possible, il faut que je m'alimente bien, un peu comme toi, des choses naturelles. Alors moi, j'ai pas un agriculteur à la maison, mais j'ai un Hmm. jardin Ouais. communal. Et c'est vrai qu'on a aussi nos poules, on a aussi nos légumes, on a aussi nos fruits.
pas tout le temps parce qu'on n'a pas un champ, mais c'est aussi cette optique-là de bien manger. Mm. Euh, Et je pense que toi, c'est aussi le fait de, tu le dis, tu refais ton corps, il redevient musclé, tu reprends du muscle, ça t'a permis avec le sport de t'aider à prendre du poids dans le bon sens, en fait. C'est que ça, je pense que ça t'a beaucoup aidé. Parce que c'est vrai, quand on est à l'hôpital, dans un lit d'hôpital, qu'on nous dit de prendre du poids, ça effraie toutes les personnes qui sont anorexiques. Je pense pas que ce soit la bonne solution. Et c'est vrai que je pensais aussi au fait que c'est pas forcément de devenir orthorexique ou de manger des choses qu'on n'aime pas, parce que le quinoa, c'est pas forcément bon pour tout le monde non plus, tout le monde n'aime pas forcément. Déjà, c'est surtout de pas être stressé, parce que quand on a du cortisol, c'est là où on peut aussi faire de l'œdème, de pas être bien dans son corps, être stressé, mal digéré. Et des fois, il vaut mieux manger même des cornflakes ou quelque chose qui nous fait du bien, même dans l'envie qu'on a, envie de manger du chocolat ou des choses comme ça, plutôt que se forcer à manger, par exemple, une pomme alors qu'on n'a pas du tout envie pour le moment. Et finalement, bah, on n'a pas comblé aussi notre faim bah, au niveau mental et pour être bien aussi mentalement, pour pas avoir ce cortisol. Et finalement, au long terme, c'est beaucoup plus bénéfique. Et de toute façon, on va pas manger 10 plaquettes de chocolat par jour. À un moment donné, on a aussi envie de manger autre chose. Donc, je pense que c'est surtout de pas se mettre cette restriction au niveau mental et d'être libre à ce niveau-là. Et par rapport à ton expérience, Sonia, en fait, qu'est-ce que ça a eu comme impact, par exemple, d'expliquer ton parcours sur d'autres personnes? Comment ça a pu, voilà, élargir un petit peu le fait de partager ça? Comment ça a pu inspirer d'autres personnes? alors, déjà partager, ça m'a permis aussi de prendre du recul sur des situations. C'est comme un peu psychologiquement une introspection d'en parler. Parce qu'à chaque podcast, bah, tu les prépares. Je pense que aussi, oui, tes vidéos, tu les prépares. Et le fait de le poser sur papier, bah, Mm. ça m'a permis moi-même de prendre du recul et d'analyser certaines situations et certaines émotions que je pense à l'instant T. Ça, déjà, pour moi-même, c'est top. Euh, pour les autres, alors, pour les autres, ce qui a pu aider, comme je le disais sur le groupe ABDH, j'ai beaucoup de mamans qui m'ont remercié de parler de l'anorexie comme je le parlais, avec, comme tu dis, franchise et un peu de déconne, parce que, en fait, elles avaient du mal à comprendre leur enfant, à, à être dans leur tête, à savoir comment, quoi dire, comment agir. Voilà, on est un peu, quand on est parent, on est un peu dépourvu de toutes armes. On se sent vraiment impuissant et c'est tellement dur d'avoir son enfant et de pouvoir rien faire. Donc Mm. j'ai surtout eu beaucoup de mamans parce qu'aujourd'hui aussi j'ai la chance d'être maman et je parle de ce sujet-là qui me remerciaient. J'ai d'autres personnes, le fait que bah, de parler, d'exprimer leurs émotions, bah, tout simplement ça leur fait du bien, même si je les aide juste en leur disant bah merci et je leur donne mon point de vue. Voilà, ça, c'était mon objectif final et beaucoup me remercient et ça, il y a rien qui est plus beau que les remerciements de personnes que je connais même pas Mm. et qui ont pu écouter et qui ont pu s'en sortir grâce à mes humbles conseils. Ouais, mais en tout cas, oui, moi c'est pareil. Mes parents étaient impuissants. J'ai fait une vidéo avec chacun d'eux aussi sur ma chaîne YouTube. J'accompagne aussi les parents. Moi, quand j'accompagne même les enfants, des jeunes qui ont 18, 20 ans, il y a toujours la famille aussi que j'accompagne en même temps parce que c'est très difficile pour eux de pouvoir gérer cette situation et c'est pas leur rôle non plus. Un parent, ça doit aimer leur enfant, mais pas, c'est pas un soignant. Donc, c'est important de pouvoir avoir quelqu'un d'autre de spécialisé qui accompagne l'enfant et qu'on puisse aussi accompagner les parents, les soutenir. Et ça, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme message d'espoir justement à ceux qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, Sonia? Mais on s'en sort. Voilà, même si à l'instant T, on a l'impression qu'on a la tête dans le guidon et qu'on n'y arrivera jamais, on y arrive. On y arrive et c'est ce que je dis, malgré les rechutes, enfin, petit à petit, quand on a envie, quand on a un projet de vie et qu'on veut s'en sortir, on y arrive. Hmm. C'est très bien. Et puis, je mettrai un lien dans la description aussi, mon rendez-vous Calendly, pour qu'on fasse un bilan de santé ensemble si vous souffrez de troubles du comportement alimentaire ou si vous êtes parent de personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire pour avoir un rendez-vous aussi
qui est gratuit pour le moment, là, pour la première séance, et qu'on puisse échanger, que vous puissiez expliquer votre problématique et qu'on voit ensemble pour mettre un plan d'action pour pas que vous restiez seul et qu'on puisse aussi vous aider, vous apporter de l'aide, des clés aussi pour pouvoir démarrer quelque chose, mettre vraiment quelque chose en place et pas que vous soyez seul. Et je te remercie vraiment, Sonia, pour ton implication, pour être venue pour partager ton expérience. Et puis, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions, si vous voulez qu'on y réponde. Et mettez un petit pouce bleu sous la vidéo aussi, ça pourrait faire et partager cette vidéo parce que plus vous allez divulguer ça, plus les personnes qui en souffrent, qui ne la voient pas, ça pourra les aider et leur donner un message d'espoir. Donc, je te remercie, Sonia, et je vous souhaite tous une bonne journée. Merci à toi, Voilà. Camille. Bonne journée à tous.